Bonjour tout le monde. Bonjour le chat. Joseph Paris, c'est bien son nom. Si, il est là. C'est bien son nom, je viens de lui demander. C'est extraordinaire, il s'appelle Paris Joseph et il a fait un super film qui suscite le débat, nous allons le voir, qui sort mercredi, qui s'appelle... Alors pour l'instant tu es en tout petit là, parce que je te vois inquiet, tu es en tout petit en timbre-poste, tout va bien Joseph, okay. Tu es ici à la maison, tout va très bien. Est-ce que ça marche le son s'il vous plaît? Est-ce que vous pouvez me dire si ça fonctionne le son? Les caméras ont l'air de fonctionner, on est un peu dans l'ombre, je ne sais pas pourquoi, depuis quelques jours on est un petit peu dans l'ombre, mais bon, voilà. Est-ce que tout le monde va bien? Nous avons une semaine de dingue qui démarre avec Joseph. On a des émissions tous les jours et j'en rajoute d'autres puisque je suis en train d'essayer de caler des rendez-vous évidemment autour des États-Unis avec une chercheuse et un chercheur. Donc déjà je peux vous dire que je rajoute vendredi à 18h une première chercheuse. Demain nous serons avec... comment s'appelle-t-il? Alain Chevalier pour son livre Sabotage, inventaire des sabotages. Mercredi, on sera à nouveau au cinéma avec Pierrot qui sort Voyage à Gaza. Jeudi, nous serons avec Agnès Levallois pour le livre noir de Gaza. Vendredi à 18h, les États-Unis et sans doute d'autres rendez-vous d'ici là. Est-ce que tout est bon? Tout est OK? Bonjour, le son est bon, c'est impeccable. Je vais pouvoir maintenant vous présenter notre invité. Attention, duo numéro 2, duo numéro 1. Et oui, puisque aujourd'hui, Tommy n'est pas là, je reprends les commandes, c'est le bazar. Et d'ailleurs, j'ai décidé de reprendre les vieux micros. Hop, café et force, voilà. Bonjour, monsieur Paris. Bonjour, David. Est-ce que tu sais que quand tu étais très jeune, il existait un rappeur américain du nom de Paris? Non. Oh, tu aimes le rap? Un peu, je m'y connais pas très bien. Bah oui, ça se voit. C'était un rappeur très très hardcore, dans l'ombre un peu de Public Enemy. Là, on est au milieu des années 90, qui a dû faire 1 ou 2 albums. Voilà. Et il me plaît de saluer Monsieur Paris, parce que c'est quand même... Donc ce n'est pas un nom de scène, c'est ton vrai nom. Oui. C'est magnifique. Bah, c'est comme ça. Et en plus, tes parents t'ont donné un prénom magnifique que j'ai aussi donné à un de mes enfants, Joseph. Ah oui. Eh oui. Donc, mais Joseph Paris, c'est super. Tout va bien? Super. Merci de ton invitation. Je t'en prie. Tu sors ton premier film mercredi, c'est ça? Oui. Ton premier long métrage. C'est ça. Le repli. Je vais le présenter. Tu as du café, tu as de l'eau, il y a du monde. Eurial, la modératrice en chef, est avec nous. Je précise, je fais un petit peu de tambouille. À partir d'aujourd'hui, on change, parce qu'on se bat contre l'algorithme de YouTube. Parce que donc là, en ce moment, on est diffusé en direct sur Twitch, sur Twitter, sur oposte.fr. Jusqu'ici, on était aussi sur YouTube. On arrête les lives sur YouTube. En revanche, on fait les replays sur YouTube en mode première. Joli nom de cinéma. Donc, les lives de 9h du matin seront en replay sur YouTube à 20h en format première, ce qui veut dire qu'à nouveau, il y a le chat, à nouveau, il y a Eurial qui ne compte plus ses heures. Donc, puisque le matin, elle va modérer, l'après-midi, elle va remonter rapidement l'émission. Et à 20h, on recommence, non pas l'émission, mais on la remet comme une première pour YouTube. Voilà, ça c'est pour préciser. Toi, tu te bats pas avec l'algorithme, tu te bats avec les salles en ce moment, c'est ça? Oui. On a commencé une tournée d'avant-première au mois de septembre et elle se poursuit en projection spéciale tout le mois de novembre et une partie du mois de décembre dans beaucoup de villes en France. On retrouve les projections sur mon site. Voilà. Yasser Louati est militant des droits humains. Louati est militant des droits humains. En novembre 2015, à chaud des attentats, il livre à CNN une interview qui dit tout des replis et des déplis de la société française. Dans Le Repli, qui sort au cinéma le 30, et c'est un film au poste, on suit Louati à Paris, à Nice, à pied, en studio, en manif. Le militant a une quête, comprendre pourquoi et comment notre démocratie vacille.
Et cette quête devient le fil rouge et noir de Joseph Paris, réalisateur, de l'instrumentalisation de l'islam par la gauche dans les années 1980, puis la loi sur le voile par la droite, les violences policières, la laïcité à géométrie et ennemis variables. Le film sonde nos âmes, notre monde. Jusqu'où remonter le récit, d'où repartir pour identifier les maux de notre société. Tel est ton pari, Joseph, foutrement réussi. À l'occasion de la venue de Joseph Paris au poste, on va faire gagner, une fois que cet exercice sera terminé, je te sens tendu, je ferai gagner 20 places, plus exactement 10 places en couple, vous venez avec qui vous voulez, que ton distributeur nous a mis à la disposition. Donc ça, ce sera après l'entretien. Et je rappelle que pour que l'information libre tienne, il faut la financer. Merci mille fois aux donatrices et aux donateurs d'Opos. Soutenez Opos pour défendre la liberté et une gauche critique. Vos dons couvrent loyer, salaire, cotisation, matériel, transport, communication, dont déductible des impôts, 66% au nom de la pluralité des médias, laquelle est attaquée tout récemment par le Rassemblement national. Je vous renvoie au poste.fr. J'ai fait un petit édito dimanche. Est-ce que cette présentation longue comme un jour sans pain vous convient, monsieur Paris ? Parfaitement. Parfaitement. Alors j'ai buté sur le nom du gars parce que ce nom, tu le donnes à peine. Oui. Tu donnes à peine le nom de Yasser. Tu dis Yasser, Oui. mais son nom de famille, tu le donnes peu. Et on va voir une petite bande-annonce dans quelques instants, mais d'abord, je te laisse un petit peu en dire plus sur le film. Oui, alors c'est un film que j'ai commencé en 2015 en réaction notamment d'abord aux attentats terroristes qui ont frappé Paris, mais aussi à ce qui fut la réponse gouvernementale apportée à ce moment-là. Donc bien sûr la déclaration de l'état d'urgence, mais surtout le discours de déchéance de nationalité. Qui, on s'en souvient, le discours du congrès de François Hollande commence par une introduction du président de la République disant que la France a été attaquée parce que c'est le pays des droits de l'homme, puis met en avant immédiatement le projet de déchéance de nationalité au mépris de l'article 1 de la Déclaration des droits de l'homme, à savoir l'égalité entre les citoyens. Mais le pire n'est pas cette déchéance d'un président qui se considérait encore à gauche, mais pour moi le fait que l'ensemble de la classe politique à ce moment-là s'est levé pour l'applaudir. Et ça m'a donné envie de remonter le fil de ces discours que par ailleurs j'avais l'impression d'entendre depuis toujours. Et en effet, ma plongée dans les archives m'a ramené jusque dans les années 80, à proximité des années de ma naissance, pour ensuite refaire la chronologie dans l'autre sens et examiner comment un certain type de discours devenu hégémonique aujourd'hui a réussi à s'imposer. Et simplement, sur ce temps long du travail dans les archives, il y avait depuis 2015 une actualité sécuritaire qui ne cessait de s'accélérer. Et par conséquent, moi, j'étais avec ma propre caméra cette fois en train de courir à droite à gauche pour essayer de documenter cette période-là. Et donc, il en résulte un film qui examine la montée des discours racistes depuis le début des années 80 et la restriction des libertés depuis 2015. Je crois qu'on peut arrêter l'entretien. Je crois que tout est dit. Non, je déconne. J'ai évidemment quelques questions et notamment, je dois dire que le film m'a surpris sur un point très important pour moi. Mais je laisse le suspense. On va regarder la bande-annonce. On va aussi réfléchir à la question de la violence et des images de violences policières sur lesquelles tu as quelques réticences, on va dire, en tout cas dans ton texte. Je précise qu'il s'agit là d'un documentaire d'auteur tel qu'on n'en voit plus qu'au cinéma, pour le dire à peu près, voilà, c'est-à-dire avec un point de vue que tu défends mordicus et que avec un texte absolument admirable, je trouve. C'est pas toi qui le dis, mais c'est toi qui l'as écrit. Oui. Pourquoi c'est pas toi qui le dis ? Eh bien parce que avec l'acteur qui a travaillé pour moi, Logan de Carvalho, j'arrivais à moduler sa voix bien mieux que la mienne. Et souvent, on encourage les réalisateurs à faire la voix eux-mêmes de leurs propres films. Et moi, j'ai fait une école de comédien juste assez pour savoir que c'est un vrai métier et qu'il vaut mieux le confier à des gens qui savent faire ça mieux que moi. Et en l'occurrence, sa voix à lui, j'arrivais vraiment à la moduler, à trouver le ton juste pour le film. Et c'est toute une histoire de tonalité. Il y a des mots qu'il faut savoir prononcer avec une certaine intention. Et puis lui, je trouve qu'il y a mis, en dépit du fait que c'est un film très radical, il y a mis beaucoup de douceur. Et je trouvais ça vraiment intéressant. La voix est très bien, il n'y a pas de souci, mais on a coutume de dire que la voix, c'est la signature du film aussi. Tu n'as pas eu de réticence par rapport à ça, en te disant « Merde, je confie mon film, mon texte, mon travail, finalement à une voix qui n'est pas la mienne ».
C'est toujours ma voix, en fait, c'est mon texte, et c'est juste, ça passe par la voix d'un acteur, mais j'avais fait ça sur, sur mon précédent film pour la télévision aussi, avec un autre acteur. Et à l'avenir, j'ai même envie d'envisager de confier, de passer par une voix féminine, pourquoi pas. Je vais me lever pour mettre la bande-annonce. C'est un peu compliqué parce que je suis tout seul. Je mets la bande-annonce et qui dure 1 minute 30, je crois, et qui vaut le coup, évidemment, d'être vue pour qu'on comprenne mieux de quoi il s'agit. Pour l'instant, on te voit encore à l'image, mon cher Joseph. Quand j'entends le mot violence policière, personnellement, je m'étouffe. L'état d'urgence sera décrété. La seconde décision que j'ai prise, c'est la fermeture des frontières. Ce que ces mots inauguraient n'était rien de moins que l'amorce d'une lente sortie de l'état de droit. We are being asked to choose our camp. Our camp is a French one. Make no mistake about it. 6 mois plus tard et plus de 3500 perquisitions au compteur, moins d'1% d'entre elles se révéleront liées à des faits de terrorisme. Ce qui aura donc valu à des milliers de familles simplement perçues comme musulmanes d'être visées par des descentes de police arbitraires. Le problème de l'immigration... Nous défendons nos revendications, nos droits. On veut travailler dans la dignité. Pour moi, la genèse de ces problèmes, c'est quand les élites ont réalisé que ces musulmans étaient là pour rester. Et qu'en plus, ils osaient demander l'égalité. Que doivent vivre les 19-20 ans qui sont noirs ou arabes, qui débarquent sur le marché du travail dans un climat où vraiment l'islamophobie s'est vraiment décomplexée? Ce sont souvent les mêmes visages qui reviennent, parfois d'autres qui émergent. Alors maintenant, il est plus que temps pour qu'il y ait une convergence des luttes, parce que l'injustice, quand elle commence par taper sur un groupe, elle tape sur tout le reste. Lorsque les droits d'un groupe sont déniés, les droits de tous sont menacés. C'est pourquoi j'ai décidé qu'en novembre prochain, nous sortirons de l'état de droit. Mais avant cela, de l'état d'urgence, pardonnez-moi. Voilà, mon cher Joseph, on a vu la bande-annonce qui, je pense, c'est toi qui l'as faite ou pas? Non. Non? Est-ce que tu en es content? Oui. En règle générale, on ne fait pas ses propres bandes-annonces, hein, parce que c'est... Oui, c'est ce qu'on m'a dit. J'ai voulu la faire, mais on m'a vraiment interdit d'y toucher. Voilà. Et non, mais parce qu'effectivement, quand on fait sa bande-annonce, on veut tout mettre. Enfin, c'est pas voilà. Il vaut mieux qu'il y ait un regard neuf. Là, le rythme de la BO est déjà solide. Est-ce que c'est la BO ou la BA, la bande-annonce ou vous nous direz, vous nous direz. Oui, désolé si le son était un petit peu plus bas, mais c'était difficile de faire autrement. Bon, alors, je vais prendre les commandes de cette interview. Tu as dit à l'instant que tu es remonté dans tes années de naissance, c'est-à-dire les années 80, que donc moi j'ai connu. Et donc, ce qui est saisissant, c'est ta façon de regarder ces années 80. Tu dis que c'est le moment où l'immigration ouvrière prend la lumière. Jusqu'alors, elle était donc dans les années 70 et jusqu'au tout début des années 80. Elle reste dans l'ombre et puis là, tout d'un coup, elle va sortir à l'occasion notamment de conflits sociaux extrêmement importants. Est-ce que tu peux nous restituer cette époque ? Oui, il y a une partie de l'immigration ouvrière, une large partie, que ce soit dans l'industrie automobile, ce qui m'a intéressé particulièrement, mais aussi dans d'autres industries qui travaillaient depuis 20, 30, 40 ans dans des conditions, dans le secret déjà et dans des conditions de travail épouvantables. C'est des ouvriers qu'on est venu aller chercher dans leur pays quasiment de force, qu'on embarque dans des usines où ils vivent sous une espèce de tyrannie de la maîtrise, du patronat, qui sont des anciens de l'Algérie française, de la droite collaborationniste, cette histoire-là. Les syndicats sont inexistants au début dans ces usines, au point que la CGT, la CFDT, pendant des années, va utiliser des techniques de clandestinité, carrément issues de la Seconde Guerre mondiale, pour essayer de s'infiltrer dans ces usines. Et puis l'arrivée de la gauche au pouvoir, au début des années 80, soulève un vent d'espoir chez cette classe ouvrière. Il y a une première grève à Aulnay qui est victorieuse et qui encourage d'autres grèves.
Et à la suite de ça, il y a beaucoup de grèves dans l'industrie automobile où la classe ouvrière accède à la visibilité. Et les syndicats enregistrent des taux d'adhésion absolument extraordinaires, allant jusqu'à 1000 adhésions par jour à certains moments. Et là, on est en 83-84, c'est ça à peu près ? Non, ça c'est plutôt la fin du conflit. C'est dès 81, ça commence. Dès que les socialo-communistes arrivent au pouvoir, c'est le bordel, c'est ça ? Oui, voilà, et les ouvriers sont encouragés par les promesses de changement portées par la gauche, et ils croient vraiment. Et ce qui est assez frappant dans les archives, par exemple, c'est qu'on a un journaliste qui, par exemple, pose la question à un ouvrier du fait que est-ce que vous ne pensez pas que ça va se terminer en eau de boudin, en gros, cette histoire ? Et l'ouvrier est tout à fait confiant sur le fait qu'ils vont être soutenus par le gouvernement. Évidemment, ils vont être très déçus. Absolument. Le film démarre, on fait un saut dans le temps, mais ton film n'est pas tout à fait chronologique non plus. Le film démarre par une interview assourdissante donnée par quelqu'un qui m'est inconnu, qui je pense est inconnu de beaucoup des spectateurs qui viennent voir le film en première ou à partir de mercredi. Je rappelle que les premiers jours sont déterminants, chers amis. Il faut aller au cinéma les premiers jours afin que les salles reprogramment la semaine d'après. S'il n'y a pas d'entrée avant le samedi, c'est mort. Donc il faut y aller le mercredi, le jeudi, le vendredi, le samedi. Bon, bref. Merci. Je t'en prie. Donc il y a ce personnage, puisque c'est ton fil rouge. Tu nous en dis rien sur lui, en fait, très peu. Tu donnes des extraits de prise de position que tu filmes de lui, des interviews, mais de son travail réellement, de qui il est, au nom de qui il parle, tu es assez mystérieux. Il y a plusieurs éléments de réponse à ça. D'abord, je le présente pas plus que les autres intervenants du film. J'avais pour idée que les gens se présentent par leurs propos, leurs paroles, et que c'est ça qui compte essentiellement. Et ensuite, ce qui peut intriguer, c'est la raison pour laquelle il se retrouve au lendemain des attentats sur CNN à répondre à une interview en direct de deux grands présentateurs de CNN. Et là, en effet, on peut se demander pourquoi il est là et qui il représente exactement. Et en fait, la vraie raison de ça, elle n'est pas très intéressante. Elle tient au fonctionnement des médias. C'est-à-dire qu'il a participé à une association à Athis-Mons en banlieue parisienne il y a quelques années auparavant, sur laquelle la BBC Radio a fait un reportage. Et ensuite, tu connais ça, les médias fonctionnent comme ça, ils ont des fichiers de gens qui vont interviewer sur certaines thématiques. Et là, en gros, ils cherchaient un arabe français qui parle anglais pour pouvoir le mettre en direct à la télévision et lui asséner c'est les accusations qu'ils vont lui porter dans cette séquence, à savoir vous êtes musulman, les terroristes sont musulmans, il y a eu des attentats, vous deviez forcément être au courant, pourquoi vous n'avez rien dit ? Interview absolument hallucinante avec ces deux présentateurs qui pourraient postuler à CNews. Enfin, je veux dire, c'est absolument renversant. Une femme, un homme. Lui est noir, je crois. Elle est blanche. Ils sont dans un studio... non ? L'inverse. C'est l'inverse, excuse-moi. Ouais. Ils sont dans un studio de Los Angeles. Et ce Yasser, il somme de s'expliquer, presque de s'excuser au nom de la communauté musulmane française. C'est-à-dire qu'à leurs yeux, il est le représentant de l'arabe français, ou de France, selon le point de vue qu'on veut adopter, parce que là, on a l'impression que... Voilà, on est dans une séquence purement raciste, et ton film démarre avec ça, avec le décryptage. Tu fais refaire cette interview à Yasser, et c'est d'une force absolument incroyable en termes de critique des médias. Oui, le dispositif audiovisuel dans lequel il s'inscrit à ce moment-là est d'une violence inouïe. Il est 5h du matin, il est sur la place de la République, il fait froid, il voit pas ses interlocuteurs, il a juste une oreillette dans l'oreille, et on est à 24 heures des attentats, il est parisien, il est meurtri au même titre que tous les Parisiens à la suite de ces attaques, et on le somme de s'expliquer sur pourquoi ces attentats ont eu lieu et pourquoi la communauté musulmane n'a rien dit. Déjà, il présuppose qu'il est musulman.
Et donc en fait, c'est pourquoi j'ai pas. On se demande qui représente dans cette interview, mais en fait c'est la chaîne de télévision elle-même qui l'a assigné à une forme de représentation de leader des musulmans de France de manière ex nihilo, quoi, pour pouvoir lui taper dessus. Moi, quand j'ai rencontré Yasser, j'ai découvert cette interview après. Et évidemment, la première chose que j'ai eu envie de faire avec lui, c'est le mettre devant cette interview pour qu'il fasse lui-même le commentaire critique de cette séquence-là. Et on voit dans ton film peu à peu que tout ce dont tu nous parles, c'est politique et c'est médiatique. Hein. Il y a une imbrication des deux, d'où l'importance de revenir sur le dispositif. Bien plus tard dans le film, Yasser explique aussi pourquoi il est là. C'est parce qu'il parle très bien l'anglais et il va avoir une astuce au fur et à mesure pour essayer de mieux placer ses idées. Cette astuce, c'est... De parler très rapidement. Un peu comme toi. Ouais. De parler très rapidement pour ne pas être coupé. Ouais. Oui, parce que dans une seconde séquence qui arrive plus tard dans le film et qui se situe un peu comme en miroir de la première sur CNN, parce que CNN, j'étais pas là quand il l'a vécu, mais je lui montre les images, on re-regarde les images et je filme sa réaction et son commentaire sur les images. Plus tard, en suivant Yasser dans ses activités, j'ai été amené à l'accompagner dans un direct pour la BBC. Et là, on se retrouve dans une petite pièce qui ressemble à une cellule, dans un dispositif que moi, je rapproche de celui de la justice pénale pour auditionner certains détenus qu'on ne peut pas faire venir au tribunal. C'est-à-dire qu'on les met dans une cellule avec une liaison son-image et qui rend la révolte totalement impossible. Parce que dès que vous aurez un propos qui sort du cadre qui est prévu, on va vous couper l'antenne. Et c'est exactement ce qui lui arrive au bout de 2 minutes. Il a à peine le temps de finir de répondre à la question qui lui est posée, qu'on lui coupe l'antenne, qu'on le remercie. Là, en plus, il est admirable parce qu'il garde un calme exemplaire dans cette situation, alors que tout appelle à la révolte et à la colère. Son corps laisse échapper un peu d'exaspération. Certainement. Et ensuite, une fois qu'il est hors antenne, on vient contredire l'intégralité de ses propos, quoi. Tu remontes donc alors. Là, on est en 2015. Il va y avoir cet état d'urgence sur lequel on va revenir, mais un point très important. Tu rappelles qu'il y a eu à ce moment-là 3500 perquisitions et tu donnes le chiffre, moins de combien de pourcents liés au terrorisme ? Moins de 1% d'affaires liées de près ou de loin, plutôt de loin, au terrorisme. C'est-à-dire, c'est un tel qui connaît un tel qui aurait participé à un financement du terrorisme d'une manière plus ou moins directe, etc. Ça veut dire 3500 perquisitions dans les premières semaines de l'état d'urgence chez des familles supposées musulmanes pour cette simple raison, quoi. Donc, il faut y voir une forme de vengeance à l'égard de toute une catégorie de population, voire d'intimidation, de terreur. Avec les dégâts sur lesquels le film va revenir, que ça peut produire dans la psyché, par exemple, des enfants qui voient leurs parents plaqués au sol à 6h du matin, des policiers qui rentrent avec des armes d'assaut. Voilà. Il y a notamment une scène touchante, poignante de gamins qui tiennent une conférence de presse au pied d'un immeuble pour essayer d'expliquer ce qui leur est arrivé ou ce qui est arrivé à leur famille, ces perquisitions faites au nom de l'antiterrorisme, mais en réalité 1% des 3500 perquisitions ne seront liées finalement que à ça. Et tu précises, les médias ne se sont pas déplacés pour cette conférence de presse. Ouais, alors pour être honnête, il y avait un média, c'était Le Parisien, mais je ne sais pas ce qu'il est devenu de la vidéo qu'ils ont fait de ce... La voix off n'est pas honnête alors. Attention, monsieur Joseph. Si, la voix off dit il y a 2 médias et des caméras amateurs ou des téléphones. Ouais. C'est pas grave. Je crois que tu dis que les médias ne sont pas déplacés, me semble-t-il, mais je peux me gourer. Seulement 2 médias, oui. Seulement 2 médias, d'accord. Ouais. Et là, en l'occurrence, c'est une famille, des enfants qui ont été tabassés en bas de chez eux par la police 15 jours après le début de l'état d'urgence, à Pantin. La mère qui a observé la scène depuis la fenêtre, qui est descendue pour intervenir et s'interposer entre la police et ses enfants, et qui s'est fait elle-même tabasser devant ses enfants. Et ensuite, pour le seul crime d'avoir porté plainte
contre ces pratiques odieuses et abusives. Cette famille a subi pendant des mois des perquisitions, des persécutions continues et qui n'ont absolument, en l'occurrence, pas de lien avec le terrorisme, ni de près ni de loin, mais par contre qui ont été permises par le régime d'exception de l'état d'urgence. Donc au nom de l'antiterrorisme. Voilà. Donc cet état d'urgence, tu y reviens, c'est fou comme la mémoire passe. Il y a le grand moment solennel, il n'y a pas plus solennel que ça. Ça se passe à Versailles. François Hollande est président de la République. Est-ce que tu peux raconter cette scène qui est donc la scène qui va te donner envie de faire le film? Oui, il réunit le Congrès à Versailles, 24 heures ou 48 heures après, je me souviens plus, 48 heures je crois, après avoir déclaré l'état d'urgence, parce qu'il déclare l'état d'urgence le soir même des attentats. Et là, il réunit l'intégralité de la classe politique, c'est-à-dire le Parlement et le Sénat réunis, pour dire en somme que la France a été attaquée parce que c'est le pays des droits de l'homme, et que la France est en guerre. Et ensuite prononcer le discours la proposition d'échéance de nationalité, que plus tard il regrettera. C'est ça. Mais le mal est fait. D'ailleurs, la mesure a été applaudie par le Front National en disant que c'est un point de leur programme. Voilà. Donc le Congrès, pour rappeler, c'est les sénateurs, les députés et le président ou la présidente de la République qui sont réunis. Donc c'est vraiment tout le pouvoir qui est concentré. C'est un moment solennel, grave. Et effectivement, tu as l'honnêteté de rappeler que François Hollande regrettera plus tard d'avoir proposé cette déchéance de nationalité. Mais il rappelle, je crois que c'est lui qui rappelle, il n'y a pas que toi qui le rappelle. Il rappelle que tout le monde s'est levé aussi. Bien sûr, c'est lui qui le rappelle. C'est lui qui le rappelle. Et c'est ça qui est très intéressant, parce que il donne corps à mon propos. C'est ça. Oui, par sa propre voix. Et donc c'est ça qui m'a intéressé ensuite et qui m'a amené à explorer, à chercher comment la classe politique s'était ralliée si facilement, enfin de façon si nette à ce type de discours, au point de se lever pour applaudir une chose aussi honteuse que la déchéance de nationalité, qui institue l'inégalité en droit des citoyens devant la loi, et qui se fait non seulement au mépris de la déclaration de l'article 1 de la Déclaration des droits de l'homme, que pourtant François Hollande revendique dans son discours, mais aussi au mépris des principes de la République. C'est un discours anti-républicain. Il y a Eléco qui nous demande, est-ce qu'il y a... bonjour, il n'y a pas de séance à Paris ? Il y aura des séances ? Si, le film sort à l'Espace Saint-Michel à partir du 30 octobre et il y aura plusieurs soirées débats avec des intervenants vraiment de grande qualité qui seront annoncés dans les jours qui viennent. Eurial, modératrice en chef, me dit « Je confirme, seuls 2 médias et on voit le micro du Parisien ». Eurial, modératrice, à qui j'avais partagé le film, et tu vois, elle a mieux vu que moi, alors que moi j'ai vu 2 fois. Putain, je suis j'adore. Toutes mes excuses. Il y a une explication qui t'est donnée justement par ton personnage Yasser. Il parle d'islamo-diversion. Il parle de ça dans le film. Qu'est-ce qu'il entend par ce terme-là ? Le fait de prendre un fait divers et d'en faire une affaire nationale. On prend Alors on est d'accord, hein, ce qui se passe en novembre 2015, ça n'est pas un fait divers. Non. Non, mais c'est la suite. Du terme. C'est la suite. C'est par exemple les affaires du Burkini en 2016, quoi. C'est-à-dire que un mois à peine après l'attentat du 14 juillet à Nice, quasiment sur les mêmes plages, les médias, les maires locaux vont se saisir du fait que 1, 2 ou 3 personnes sur telle ou telle plage sont venues se baigner en burkini pour en faire une affaire nationale, alors que c'est des cas qui sont si isolés qu'on ne peut pas dire que ça représente une réalité sociale réellement dans le pays. Donc c'est pour ça qu'on les qualifie de faits divers. Et jeter le discrédit sur toute une partie de la population en faisant des liens honteux avec le terrorisme. Voilà. Toute une partie du film va tourner autour de cette question, de ce que tu appelles l'instrumentalisation de l'islam, de la question musulmane. Et c'est là où j'ai été pris de vertige, je dois te le dire.
Ayant donc connu les années 80, pour moi, le racisme dans les années 80 était équivalent de celui des années 60-70, c'est-à-dire qu'il était sur les Arabes, contre les Arabes, en tant qu'Arabes, et non pas en tant que musulmans. Et pour moi, la question musulmane va arriver plus tard avec l'affaire du voile dont on va parler à Creil, etc. Or, je t'ai fait parler au tout début de l'émission des grèves dans l'industrie automobile 81-83. Et en fait, alors là, j'ai été stupéfait. La question musulmane, et donc la question identitaire, la question religieuse, hein, c'est ça que sur lequel je veux appuyer, elle est en fait abordée et même dénoncée dès 1981. Donc là, je vacille à mon tour parce que très sincèrement, je pensais que cette question-là, identitaire, allait arriver une dizaine d'années plus tard. Oui, c'est 82-83, au milieu des grèves. Et ça correspond au tournant de la rigueur du gouvernement Pierre Mauroy, qui est aussi, dans l'histoire de la gauche, un changement idéologique, un changement de logiciel idéologique au sein du Parti socialiste, qui date le moment où le Parti socialiste va tourner le dos aux classes populaires pour adopter les thèses anglo-saxonnes néolibérales. Et donc c'est un moment où le Parti socialiste essaye de se constituer une crédibilité auprès des milieux économiques et financiers. Et par conséquent peut difficilement envisager de soutenir les grèves en cours, quoi. Simplement, la question c'est sur les modalités du refus de soutenir la grève, sur les éléments de langage, quoi. Oui. La droite étant à l'offensive à l'époque sur le thème « ce sont des immigrés, ils en ont bien profité, ils ont qu'à rentrer chez eux », il y a même un slogan qui court à ce moment-là qui dit « prends 15 000 balles et tire-toi ». La gauche, se considérant comme antiraciste par essence, peut difficilement adopter les mêmes éléments de langage que la droite, et du coup, c'est là qu'apparaissent, suggérés par le patronat et la maîtrise dans les usines, des éléments de langage faisant état d'un problème musulman dans les grèves, d'une grève sainte même, qui serait manipulée par un sorcier, ce genre de choses. Donc il y a un document qui a été retrouvé par le chercheur Vincent Gay, et ce document est présenté à différents ministères du gouvernement de Pierre Mauroy, qui adoptent immédiatement ces éléments de langage, parce que ça leur permet de dire, à l'inverse de la droite, non mais nous, on n'a pas de problème avec le fait qu'ils soient étrangers, par contre il y a des problèmes d'intégrisme dans ces grèves. Le ministre de l'Intérieur de l'époque, Gaston Defferre, interrogé sur Europe 1, qui est pourtant pas franchement une radio de gauche, mais qui là tombe face à un journaliste. Ah, c'est pas non plus ce que c'est devenu, hein. Okay. Là, t'es un petit peu sévère parce que tu sais que en 68, Europe 1 était surnommé Radio Barricade. Europe 1 était en direct. Okay. Alors, Gay-Lussac, les barricades. Là, je te promets, les mecs qui téléphonaient depuis le bar. Alors, dans les années 80, c'est déjà une radio de droite, mais c'est pas du tout ce que c'est aujourd'hui, hein. Oui, oui. Il y a Alain Manval, il y a des émissions rock complètement dingues. Non, bref, excuse-moi. Non, je t'en prie. En tout état de cause, le ministre de l'Intérieur, Gaston Defferre, se retrouve face à un journaliste qui se questionne un peu sur ces accusations, oui, qui en doute un peu et qui le pousse un peu dans ses retranchements. Et Gaston Defferre assure, droit dans ses bottes, qu'il a des informations très précises sur la question, venues des services de renseignement, et qu'on est en présence d'une grève chiite. La majorité des ouvriers immigrés travaillant dans ces usines étant marocains, algériens, tunisiens, s'ils sont musulmans, ils sont assez certainement sunnites et pas chiites. C'est dire à quel point ils n'ont aucune connaissance ni de l'islam ni de la réalité sociale dont ils parlent. Et ça s'explique sans doute par la révolution iranienne de 79 qui a complètement bousculé y compris les intellectuels de gauche sur l'interprétation à faire de cette révolution. La gauche se considérant comme en un sens propriétaire du principe de révolution sociale, on a beaucoup de mal à interpréter cette révolution religieuse, et du coup on va plaquer l'image de la révolution iranienne sur les ouvriers immigrés en dépit de toute factualité. Et par exemple, ça se traduit aussi dans des émissions de télévision par le fait de traiter un leader gréviste d'ayatollah. Voilà. Et donc ça permet à la gauche de décrédibiliser la grève sans recourir au discours de la droite qui est de dire que c'est des étrangers et que c'est la raison pour laquelle on les soutient pas. Et même d'ailleurs Le Pen au départ, lui il est clairement anti-arabe mais il n'est pas anti-musulman. C'est pas, la question musulmane ne l'intéresse pas dans un premier temps, hein, on s'entend.
Oui, ça vient plus tard, au moment des affaires sur le voile, où Le Pen, père, ne comprend pas pourquoi il y a toute cette agitation autour de ce qu'il appelle un bout de tissu. Et pour lui, il dit clairement, on le voit dans les archives, dans le film, le problème, c'est pas l'islam, c'est l'immigration. Et donc ça, c'est très intéressant parce que ça nous montre quel est, en un sens, le sous-texte des discours sur l'islam que les autres tiennent. Et si autant, dans les années 80, ça a servi de manière totalement opportuniste au gouvernement de gauche à avoir des éléments de langage pour refuser le soutien aux grévistes, de manière purement politicienne. À titre d'exemple, le chercheur Vincent Gay a interrogé le ministre du Travail de l'époque, Jean Auroux, avant son décès. Il lui a posé la question à ce sujet-là et, croyez-le ou non, le ministre, l'ancien ministre, ne s'en souvient pas d'avoir dit ça. Pourquoi il s'en souvient pas? Parce que c'est une manœuvre politicienne comme tant d'autres dans une carrière politique. Sans doute, il ne se doutait pas que ça allait donner le là d'un discours qui allait s'imposer dans les 40 années à venir. Et pourquoi il s'est imposé, et c'est là qu'on en revient à Jean-Marie Le Pen, c'est que il permet de, comme dit le chercheur Thomas Deltombe, de créer de l'étrangeté, c'est-à-dire de renvoyer à une appartenance étrangère ou une affiliation extérieure au corps national des gens qui sont en fait français. Car autant au début, ça a servi à décrédibiliser une grève qui était effectivement le fait de travailleurs immigrés, le discours va se poursuivre dans les 40 années à suivre jusqu'à aujourd'hui parce qu'il permet ensuite de disqualifier leurs enfants qui, eux, sont français. Et ça, Marine Le Pen le comprend en prenant les rênes du parti en 2010, et à l'inverse de son père, va comprendre que peut-être la dernière marche dans l'entreprise de dédiabolisation du Front National qu'elle a entrepris, ça va être d'adopter ce racisme moucheté venu de la gauche, et qui lui permettra de briser le plafond de verre avec les résultats malheureux qu'on connaît aujourd'hui, quoi. Thomas Deltombe, que tu cites, parle de cette période-là, 80-83. Donc Thomas Deltombe, c'est un journaliste. C'est un historien. Un historien, pardon. C'est un historien qui est absolument passionnant, qui vient de sortir d'ailleurs un bouquin, qui est absolument passionnant dans ton film, et qui parle d'islam imaginaire. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Oui, Islamie imaginaire, c'est le nom d'un livre, d'un travail monumental qu'il a produit et qui s'est traduit dans un livre où il passe en revue les 40 années de discours médiatiques sur l'islam et sur notamment la manière dont la parole médiatique fabrique un islam imaginaire qui ne s'appuie en rien sur aucune réalité sociale. Et c'est cet islam-là dont on nous parle à la télé encore aujourd'hui continuellement et qui s'est imposé au fil de ces 40 dernières années, avec lequel on nous fait peur, mais c'est un islam qui est bien plus nettement fabriqué par la parole médiatique que par les musulmans eux-mêmes. Et en ça, il est imaginaire. Alors, il arrive un moment important, nous sommes, je crois, en 89, c'est à Creil, ce qu'on va appeler l'affaire du voile. Est-ce que tu peux rappeler de quoi il s'agit? Ton film s'attarde là-dessus parce que c'est là que, justement, va s'officialiser ce racisme anti-arabe qui devient un racisme décomplexé, parce que être anti-arabe, c'est pas fastoche, quoi. Par contre, anti-musulman, ça passe mieux, pour le traduire rapidement. Ça passe mieux, tout ça, il y a des guillemets, les enfants, évidemment. Donc, Creil, le voile, et puis Barouin, 2003, c'est-à-dire 15 ans plus tard. Est-ce que tu peux nous raconter... Non, qu'est-ce que je raconte? Oui, c'est ça. Non, mais oui, entre 10 et 15 ans plus tard. Les affaires du voile commencent à 89 avec l'affaire de Creil, où il est question de deux jeunes femmes qui vont au lycée avec le voile, et le proviseur et une partie de l'équipe pédagogique considèrent que ça pose problème, et on en fait toute une... tu parlais d'islamo-diversion tout à l'heure, typiquement ça c'est vraiment l'acte de naissance de l'islamo-diversion, si on veut, tel qu'on le connaît aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on en fait des affaires nationales, comme quoi ça poserait une menace particulière à l'école ou à la République, etc. Et donc là, à ce moment-là, on mobilise des centaines de caméras pour aller filmer au téléobjectif les jeunes filles à la sortie des lycées. Ce qui marque aussi, je fais une aparté, mais une évolution qui apparaît dans le film, dans le traitement
journalistique à la télévision, parce que autant dans les années 80, on a des journalistes qui sont sur le terrain et qui essayent de recueillir la parole des ouvriers, des concernés sur les questions que leur reportage traite, quitte à ce que leur reportage, celui des journalistes de terrain, soit remonté en rédaction pour modifier un petit peu le discours. En 89 jusqu'à 2004, on se soucie plus du tout de recueillir la parole des concernés. On filme des jeunes filles au téléobjectif depuis une voiture à la sortie à la sortie des collèges. Si vous faites ça sans carte de presse, vous vous faites lyncher, hein. Et bien heureusement. Et c'est le moment où la droite va se convertir à ce type de discours. François Baroin produit un rapport pour une nouvelle laïcité, qui n'est pas un rapport parlementaire, c'est un rapport interne à sa famille politique, pour la droite, quoi. Et qui consiste à proposer de modifier le principe de laïcité en déplaçant l'obligation de neutralité de l'État vers les individus. Et à titre d'exemple, Nicolas Sarkozy, qu'on tient pour une icône aujourd'hui, enfin un exemple emblématique du discours islamophobe avec le ministère de l'Identité nationale et j'en passe, était opposé à la loi de 2004. C'est François Baroin, devenant son directeur de campagne, qui le convertit, je pèse mon mot, à ce discours-là. Et ça se traduit par un discours de Nicolas Sarkozy en campagne qu'on voit dans le film, où il explicite ce que veut dire cette modification du principe de laïcité, en explicitant le fait que ce n'est plus qu'il s'agit d'une frontière entre nous et les autres. Et donc c'est plus une frontière entre l'Église et l'État, mais entre nous et les autres. Et ça va servir en déplaçant l'obligation de neutralité vers l'individu, c'est-à-dire vers une population. L'État n'a plus besoin d'être laïque, en tout cas à l'égard de l'islam, n'a plus besoin de respecter la séparation, mais va permettre de mettre non seulement cette religion sous tutelle de l'État, au mépris du principe de laïcité de la loi de 1905, mais surtout, encore une fois, ça va être l'instrument pour exprimer un racisme en renvoyant à une appartenance religieuse, étrangère, etc., des gens qui sont français, quoi. C'est-à-dire qu'en même temps qu'on leur demande continuellement de prouver leur attachement aux valeurs de la République, au corps national, etc., en même temps qu'on leur demande ça, on les renvoie en permanence à une appartenance autre. Je pense qu'il serait bon de faire un petit point sur ce que veut la loi de 1905, ce qu'elle dispose concernant la laïcité. La laïcité, c'est il n'y a pas de religion d'État. C'est ça, en gros. L'État n'a pas de religion, il n'y a pas de religion d'État. Et à partir de là... Oui, et puis la religion ne se mêle pas des affaires politiques et l'État ne se mêle pas de l'administration du culte religieux. Et voilà. Bien, il y a une religion en France qui échappe à ce régime-là, c'est l'islam. Le CFCM, à titre d'exemple, qui est un Conseil français du culte musulman, est une création de Nicolas Sarkozy, qui est sous tutelle du ministère de l'Intérieur. Elle est où la laïcité de 1905 à cet endroit? Avec une justification qui est de dire que c'est une religion qui n'a pas d'administration, à l'inverse par exemple du catholicisme et autres. Tout à fait. Et du coup, c'est ça le point. Oui, mais du coup, en argumentant, l'État argumentant que l'islam n'a pas de clergé, à l'inverse des deux autres grandes religions monothéistes, va créer ex nihilo une église qui l'administre. Voilà. Absolument. Donc, on est complètement dans le piétinement des principes de la loi de 1905. Voilà. Alors, je reste sur Baroin parce que il y a quelque chose de frappant, c'est que l'image est terrible. Il est jeune, ce Baroin. Il a l'air, c'est le gendre idéal. Alors, il était d'ailleurs promis à un grand avenir politique qu'il n'a pas tout à fait eu en fait. Et c'est là aussi où il y a quelque chose de très retors, c'est-à-dire que on lui donnerait le bon Dieu sans confession. Or, son rapport, il est dément. Ce que tu nous rappelles, c'est exactement ce dans quoi on est aujourd'hui. Oui, c'est ça. Et puis en plus, il assume complètement toutes les extrémités possibles de son rapport et de ses conséquences. C'est-à-dire qu'il inscrit dans le rapport lui-même, c'est-à-dire en noir sur blanc, le fait que si cette modification du principe de laïcité doit être attentatoire aux droits de l'homme, eh ben c'est OK. Je disais tout à l'heure que ton film est soutenu par un texte que je trouve vraiment très, très bien ciselé. Il me semble que, alors j'espère que je me suis pas trompé et que Rial va pas me taper sur les doigts ou toi. Il me semble que à ce moment-là, sur l'affaire dite du voile coranique, c'était le terme à Creil,
il me semble que la voix dit « On n'a jamais autant vu un vêtement qu'on disait ne pas vouloir voir ». C'est bien toi, ça. Oui. Voilà. Donc là, on a le style Paris. Cette phrase-là, on pourrait dire qu'elle raconte cette médiatisation qui bascule dont tu as parlé tout à l'heure. Qu'est-ce qui va, dans les 20 années qui vont suivre, jusqu'à aujourd'hui, qu'est-ce qui, selon toi, marque la médiatisation de cette problématique, cette problématisation? Le voile, c'est un bon exemple et c'est poursuivi par le burkini. C'est-à-dire qu'on crée des images en très grand volume de vêtements dont, par ailleurs, on dit que la visibilité pose problème. Et moi, j'ai été stupéfait de découvrir le nombre de reportages qui ont été créés. J'ai même pas pu tous les mettre dans le film, même en accéléré. Le nombre d'images qu'on a produit de ces vêtements qui concernaient un tout petit nombre d'élèves dans la population, quoi. Voilà. Sans parler du fondement même de la loi, c'est-à-dire qu'à supposer que ces élèves qui portent le voile à l'école soient sous l'emprise d'une famille fondamentaliste, religieuse, etc. C'est le fait de voter cette loi, qui d'ailleurs, à l'image du discours sur la déchéance de nationalité, a été, comme dit François Bayrou lui-même, un moment de concorde nationale, c'est-à-dire que tout le monde s'est réuni autour du vote de cette loi. Et quel effet ça produit, quel effet ça peut produire, à supposer que ces jeunes femmes soient sous la coupe de l'intégrisme, sinon quel effet ça peut produire de les exclure de l'école publique, et donc sinon de les renvoyer à une école coranique et donc d'aggraver le problème qu'on prétend combattre, quoi. Voilà. Donc dans les deux cas, à la fois par les effets de la loi, on aggrave le problème qu'on prétend combattre, mais par le postulat même de la loi et de son traitement médiatique, on fabrique de la visibilité sur un sujet dont on dit que la visibilité pose problème. Je cite à nouveau Paris Joseph, c'est-à-dire toi-même. S'il pouvait répondre sans mentir, alors là, il s'agit des tenants de l'islamophobie. S'ils pouvaient répondre sans mentir, j'aurais aimé leur demander, dis-tu, ce qui leur manque et qui les rend à ce point misérables. Très belle phrase. Mais est-ce que ce n'est pas une facilité de réalisateur ? C'est-à-dire que tu nous montres une succession de déclarations, enfin tu nous fais entendre une succession de déclarations de Sarkozy et autres, enfin des tenants de l'islamophobie, et tu dis, non, je ne vais pas aller les voir parce que, de fait, ils vont me mentir. Tu veux dire que j'aurais dû aller les voir pour leur demander ce qu'ils en pensent ? Je te pose la question sur ta phrase. Ils ont la parole tout au long du film, puisque j'ai monté le film avec les archives de leur discours, quoi. Donc j'estime qu'ils ont suffisamment eu la parole, sans même mentionner les médias dans lesquels ils s'expriment quotidiennement et depuis 40 ans. Ce qui importe, c'est le contre-discours. On a si peu d'espace pour ce contre-discours-là que moi, j'estime que ça y est, l'équilibre est OK dans le film déjà. Cette phrase que tu mentionnes, c'est un petit peu ironique, c'est-à-dire que la raison pour laquelle ils font ça, c'est pour moi, à mon sens, c'est purement l'appât du pouvoir. C'est une manière de gouverner, comme on l'a vu dans les années 80, quand le gouvernement Pierre Mauroy utilise ces éléments de langage pour décrédibiliser une grève. C'est une manière de gouverner. Et encore aujourd'hui, le fait de renvoyer une catégorie de population à cette stigmatisation-là, c'est aussi une manière de gouverner. Et ça va concerner la deuxième partie du film, une manière de faire accepter des mesures sécuritaires en disant à la population, non mais ne vous inquiétez pas, ça concerne que cette catégorie de population. Et puis on voit bien que en fait, ces discours-là, ces discours racistes, ils viennent fragiliser l'ensemble de l'édifice de l'état de droit en se traduisant en restriction de liberté pour le plus grand nombre. À propos d'état de droit, tu remontres un extrait absolument renversant d'un dénommé Macron Emmanuel qui fait un lapsus. Tu peux nous dire à quelle occasion et quel est ce lapsus ?
Il vient d'être élu lors de sa première élection, notamment sur la promesse d'abroger l'état d'urgence, de sortir de l'état d'urgence, qui, je le rappelle, avait été annoncé par François Hollande pour durer 3 mois, et puis a été renouvelé 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, 6 fois. Avant de passer la patate chaude à Emmanuel Macron, qui fait un argument, une promesse de sortir de l'état d'urgence, et en rappelant, après avoir été élu lors d'un discours, cette promesse, il fourche, il dit nous allons sortir de l'état de droit. Et en effet, il ne pouvait pas mieux dire, parce que la loi antiterroriste qui devait acter la sortie de l'état d'urgence fait en fait rentrer dans le droit commun la quasi-totalité des mesures d'exception données par l'état d'urgence. C'est-à-dire que les droits exceptionnels qu'on a donnés à la police dans le cadre de l'état d'urgence pour répondre à une situation exceptionnelle sont devenus permanents. Et donc ça, c'est sans précédent. Mireille Delmas-Marty, qui intervient à ce moment-là dans le film, c'est d'ailleurs son dernier entretien. Le film lui est dédié. Pour ceux qui ne la connaissent pas, c'est une juriste internationalement reconnue qui était professeure au Collège de France et qui n'a cessé d'alerter, en parlant un peu dans le vide malheureusement, sur l'empilement des lois sécuritaires et sur la permanence des régimes d'exception et sur le fait que ça fragilisait considérablement notre état de droit. Et quand on entend cette dame, avec toute la rigueur scientifique qui était la sienne, dire qu'on est en train de vivre un moment autoritaire qui, si on n'y prête pas garde, pourrait déboucher sur un possible totalitarisme, franchement, ça fait froid dans le dos. Absolument, oui. Bien sûr, bien sûr. La question des violences policières, on va l'aborder, parce qu'elle est tout du long de ton film, où à la fois violence policière et puis instrumentalisation de la police à des fins politiques. Mais je voudrais juste revenir 2 secondes sur le lapsus de Macron, parce que quand il se reprend, on n'est même pas sûr qu'il croit à ce qu'il est en train de... Tu te demandes s'il n'est pas heureux que son inconscient ait parlé. Il y a une forme de soulagement dans son visage. Je ne sais pas si tu as ressenti ça, parce que j'imagine que l'image, tu l'as vue 200 fois. Non ? En tout cas, il y a une forme d'aveu après le lapsus. C'est ce que j'essaye de montrer dans le film. C'est au moment où il promulgue cette loi qui, soi-disant, nous fait sortir l'état d'urgence, mais qui en fait fait rentrer dans le droit commun la quasi-totalité des mesures de l'état d'urgence. Il choisit de promulguer la loi devant les caméras en s'encadrant du porte-parole du gouvernement et de son ministre de l'Intérieur. Et donc, même sur l'image, la ministre de la Justice est absente. Donc, l'effacement de l'état de droit est assumé non seulement dans le lapsus, mais aussi dans l'image. Voilà. Absolument. Donc, ouais. Absolument. Absolument. La question policière donc arrive. Alors je vois qu'il y a quelqu'un qui fait partie de l'équipe de distribution du film. J'aimerais bien vous partager les dates de rencontre à l'espace Saint-Michel. Et vas-y, tu peux y aller. Il y a Fabien Jobard qui va venir, formidable. Amal Bentoutsi qui est dans ton film, qui est donc la sœur d'un homme qui a été tué par la police, qui depuis se bat, qui avait été candidate, on l'avait croisée. Qui avait été candidate Nouveau Front Populaire aux dernières législatives, qui a une application qui s'appelle Urgence Violence Policière, qui a une association qui porte le même nom, etc. Elle est dans ton film, et donc elle sera à un débat. Coucou Joseph. Je ne sais pas si tu vois qui est Jolu Jo, mais c'est quelqu'un de ton équipe. Oui, ça doit être Jonathan. Voilà. Salut. Salut Jonathan. Et si tu as d'autres précisions à donner, par exemple, où le film sera, parce que là, à mon avis, non, on est lundi. Ah non, c'est aujourd'hui que tout se joue. Là, le distributeur, il doit être à fond pour essayer d'avoir les salles. Mais si déjà tu as des salles ailleurs qu'à Paris, tu peux les donner. Alors la question policière apparaît très vite. Toi, tu fais remonter la question des violences policières. Alors je ne parle pas évidemment. Je parle là des violences policières faites à des manifestants, puisque on le sait, évidemment, la question des violences policières dans les quartiers, c'est vendu avec les quartiers, c'est lié. Bon voilà. Et toi, tu remontes à la COP 21. Dans ton film, en disant la COP 21, c'est là où la police devient extrêmement répressive sur des manifestants, alors que jusqu'ici, il y avait ce qu'on appelait la désescalade, etc. Enfin, tout ça, vous allez pouvoir en débattre avec Fabien Jobard, bien connu de nos services. Donc, est-ce que tu peux revenir là-dessus ?
Oui, alors il faut faire attention à ça parce que effectivement, comme tu l'as précisé, c'est la violence policière en manifestation. Oui. On ne peut pas dater le début des violences policières, Bien entendu. ni dans les années, ni aux années 80 parce que 17 octobre 61 et ni certainement pas sur la manifestation de la COP 21. Ce qui se passe à la manifestation de la COP 21, c'est déjà l'utilisation de l'état d'urgence. À peine une semaine, 15 jours, je me souviens plus exactement, après les attentats. On est à 300 mètres du Bataclan. C'est quasiment la même jeunesse qui était au concert du Bataclan et qui manifeste et qui se retrouve sous une vague une nasse d'abord et puis ensuite une vague d'arrestations massives. Par la police. Et il y a eu, je sais plus, 200 arrestations. Moi, je les ai filmées quasiment en plan séquence, les gens qui défilent comme ça, arrêtés par la police, pour le seul crime de marcher contre la COP21. Et ça, c'est quelque chose qui va devenir quasiment systématique dans les années à venir. Jusqu'à aujourd'hui, on n'en est toujours pas sorti. Voilà. Et alors, c'est là où tu as une petite phrase qui me fait sursauter. Les images de violences policières étaient ambivalentes, puisque là tu reviens sur y a les Gilets jaunes, sur Notre-Dame-des-Landes, etc., etc. Et tu dis, alors peut-être que je l'ai mal pris, mais on sent une forme d'agacement chez toi. On va voir que tu vas aller interviewer Vanessa Codaccioni qui est aussi, oui, bon, voilà. Mais qu'est-ce que tu veux dire par là ? Ça m'a beaucoup intéressé. Elles sont ambivalentes pour moi. Oui. C'est un film à la première personne, il ne faut pas l'oublier. Bien sûr. Mais vas-y, c'est super. C'est-à-dire que moi, j'ai un rapport ambivalent à ces images-là. D'ailleurs, on n'en verra pas une seule image de violence policière dans mon film. On voit des images de la police, on entend un discours sur la police et sur les violences policières, on voit des victimes, des témoignages de victimes, mais on ne voit pas des images de violences policières elles-mêmes. À un certain moment, sur l'effet que ça m'a fait à moi en 2016 pendant la loi travail, la diffusion de ces images-là, c'est une forme de terrorisation, de dissuasion d'aller en manifestation, parce que j'étais scotché par ces images-là, et je pense qu'on est nombreuses à avoir vécu ça. C'est des images qui peuvent être aussi utilisées par la police pour dissuader les manifestants et manifestantes d'aller en manifestation. Et je trouve intéressant la manière dont a été formulé l'article de loi qui interdisait non pas la diffusion d'images de violences policières, mais la diffusion d'images de violences policières dont les auteurs des violences n'ont pas le visage flouté. C'est-à-dire que ce qui gêne, c'est pas la publicité de ces violences, c'est pas qu'on montre ces violences, mais qu'on porte atteinte à l'impunité des auteurs. Et ça, je trouve ça vraiment très intéressant. Pour autant, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas filmer la police quand elle est violente. À mon avis, il faut la faire. Il faut continuer de faire ça pour l'administration de la preuve, pour une éventuelle procédure judiciaire ou simplement pour documenter la dérive de l'État. Mais je m'interroge, et dans mon film, c'est vraiment avec un point d'interrogation, c'est pas une affirmation définitive, sur la diffusion systématique de ces images. Donc, pour toi, elle participe, ce qui est vrai, à un effet de sidération. Alors là, tu vas même plus loin, toi, tu parles de terrorisation. Je te renverrai le truc, est-ce que c'est l'image qui sidère ou est-ce que c'est la réalité qui sidère ? Est-ce que c'est l'usage d'armes de guerre qu'on peut documenter ? Est-ce que c'est les 35 éborgnés, les 5 mains arrachées ? Est-ce que c'est pas ça qui sidère plutôt que le fait de dire voilà comment c'est fait et on documente ? Oui, mais regarde, c'est la même chose que les histoires les images qu'on a produites sur le voile. C'est-à-dire qu'on a quelques cas de voile à l'école et on en fait une affaire nationale en produisant des centaines d'images de ça. La différence entre 89 et aujourd'hui, c'est l'arrivée d'Internet et des réseaux sociaux qui fonctionnent littéralement sur une capacité les images qui fonctionnent le mieux sont celles qui vont le sidérer le plus. Parce qu'elle trouve beaucoup plus d'écho par les algorithmes et par la diffusion, et aussi parce qu'on manifeste son indignation contre cette image en la partageant, ce qui est paradoxal. Et
Et donc, il faut se méfier quand on regarde la réalité à travers des images, parce qu'il y a un effet grossissant, quoi. En l'occurrence, c'est réussi dans le fait que de dissuader une partie des gens d'aller en manifestation. Toutes les manifestations ne résultent pas forcément d'œil arraché, d'œil éborgné, etc. Moi, je connais la même chose avec une toute autre situation, mais c'est la guerre en Ukraine. Je m'y suis rendu plusieurs fois ces dernières années, et l'écart entre la violence des images et non pas que la réalité est moins forte sur le terrain, mais il y a quelque chose qui vient anesthésier nos capacités d'action, j'ai l'impression, dans le fait d'être dominé comme ça par la violence de ces images-là, quoi. Et je trouve que qu'il y a une forme d'aveu dans cet article de loi qui ne cherche pas à porter atteinte à la diffusion de ces images-là. Alors, ça n'exclut pas le travail de documentation, notamment celui que tu as fait. Non, mais je trouve extrêmement intéressant de réfléchir à ça, parce que tu n'es pas le premier à dire ceci. Moi, je pense que, comme disait Lénine, seule la vérité est révolutionnaire. Et j'ai souvenir, par exemple, juste pour te donner un exemple, j'ai souvenir que le cabinet de Christophe Castaner s'était interrogé à comment me poursuivre quand je faisais mes signalements sur Twitter. Il ne pouvait pas, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas justement la loi sécurité globale, il n'y avait pas ce dispositif qui voulait être fait, etc. Ce qui me fait dire que ça ne les servait pas tant que ça, en réalité. Mais je pense que vraiment le débat est ouvert, et ce qui est super, c'est que tu l'ouvres avec Vanessa Kodachoni, donc politiste, sociologue, qu'on voit à plusieurs reprises dans ton film, et qui a justement, je trouve, une juste parole, comme dirait Fabien Jobard, qui sera donc à l'Espace Saint-Michel dans quelques jours pour présenter ton film. Elle dit « Trop de violence met en danger celles et ceux qui sont au pouvoir ». Parce qu'en effet, ce qui va se passer pour les Gilets jaunes, c'est que l'ONU, Amnesty, le Parlement européen, le Conseil de l'Europe vont interroger la France en disant « Mais qu'est-ce que c'est que cette production de violence qui est documentée ?» Et Vanessa Kodachoni te dit « Là, en fait, l'effet de sidération sur lequel toi tu accuses, elle dit il est tellement énorme qu'au fond, il va jouer contre le pouvoir. » Et je trouve que c'est une belle réponse à ton interrogation, parce que c'est une interrogation. Hein. Oui, mais c'est pour ça que j'ai mis cet extrait de Vanessa Kodachoni dans le film, c'est parce qu'elle synthétise notre discussion en disant, en effet, il y a une terrorisation qui s'exerce par ces images, par la diffusion de ces images de violence policière, et en même temps, leur documentation est nécessaire, puisque à un certain point, le trop de violence et la visibilité de ce trop de violence va mettre en danger le pouvoir et faire réagir, par exemple, des institutions internationales. Donc elle synthétise notre conversation et en disant qu'il n'y a pas d'attitude univoque dans un sens ou dans l'autre, et qu'il faut articuler les deux, en fait. C'est pour ça qu'on est dans le champ du documentaire d'auteur, truc de qualité. On va parler de la forme dans quelques instants, mais d'abord je vais prendre quelques questions du chat. Il y a Turbinos qui te demande est-ce que Joseph évoque le printemps républicain dans son film ? Et Euriel est en train de mettre dans le chat le lien sur ton site où il y a toutes les projets qui sont prévus. Est-ce que tu évoques le printemps républicain dans ton film ? Non. Je voulais pas leur faire cet honneur, mais il est en sous-texte dans tout le film, naturellement. Il y a un moment où je dis qu'il y a des gens qui se font une carrière médiatique simplement en adoptant ce type de discours, quoi. Et ça inclut des gens comme le Printemps républicain ou par exemple Caroline Forest. Voilà. Mais non, je voulais montrer effectivement ce sont des gens qui font un travail d'activiste en un sens très, très raisonné, conscient et organisé depuis un certain nombre d'années pour imposer des idées, pour ouvrir, on connaît bien maintenant le terme de la fenêtre d'Overton sur certaines thématiques. Mais je trouvais ça plus frappant
plus grave de voir, de montrer ce discours-là par la parole publique, c'est-à-dire des gens qui sont élus et qui représentent l'État et qui sont censés garantir la cohésion du pays, etc. Parce que des énervés dans leur bureau tweetent en permanence des insultes, des horreurs, des déformations de la réalité, etc. Bon, bah ça, c'est une réalité avec laquelle on compose depuis un moment et avec laquelle il faut toujours composer. Ça va de l'extrême droite au printemps républicain. Voilà, maintenant, quand ce discours-là s'inscrit dans la parole publique, on passe un échelon supplémentaire de gravité. Et j'avais déjà largement assez de matière avec la parole publique pour pouvoir me passer de ces guignols du printemps républicain. C'est la deuxième fois, en fait, dans cet entretien, que tu expliques ta démarche sans parler d'écosystème. Mais en gros, c'est un petit peu ça. C'est-à-dire que ton film s'inscrit dans un débat public et tu considères qu'il faut rééquilibrer les choses et qu'il y a donc des gens dont ce n'est pas utile de les citer ou ce n'est pas utile d'aller les interviewer parce qu'ils ont déjà la parole ailleurs. Est-ce que c'est ça ta démarche ? Ils ont déjà la parole dans mon film. Pas le printemps républicain, mais les responsables politiques qui tiennent les propos que le film analyse. Oui. Ils ont la parole dans mon film puisque je montre ces archives. Oui, il y a une nécessité de rééquilibrage. Là, on sort un film au cinéma, c'est une petite distribution, on n'aura pas énormément de salles. J'ai une fenêtre d'opportunité d'à peine 2 mois où je prends un peu la parole sur ce sujet-là. Je pense qu'il y a un peu comme Yasser, tu me faisais remarquer que je parle très vite, mais il y a une urgence à dire certaines choses pendant cet espace qui nous est donné pour prendre la parole, quoi. Justement, à propos d'espace médiatique, Roland te demande, est-ce que la manipulation de l'information, alors ça fait référence au début de notre entretien, n'est-elle possible qu'avec un abus de pouvoir des médias, ou est-ce que c'est aussi lié au fait qu'il y a un besoin de passer à la télé ? C'est-à-dire que, si je comprends Roland, est-ce qu'il vaudrait mieux pas refuser le jeu médiatique ? C'est toute l'ambivalence de la question et dans le dilemme dans lequel se trouve Yasser Louati, quoi. Parce que à la fois je montre à travers lui la violence du dispositif audiovisuel des chaînes de télévision dans lesquelles il s'inscrit, qui lui coupe la parole, qui vient le contredire quand il est plus à l'antenne, etc., qui ressemble à la justice pénale. Et en même temps, s'il refuse d'y participer, ça leur revient à renoncer à se défendre. Donc lui décide d'aller au combat là-dessus. Voilà. Et je trouvais ça vraiment intéressant dans mon film particulièrement parce que autant moi j'étais en réception des images de la parole publique, des images du pouvoir, des discours médiatiques par les archives, et on va en parler après, mais j'ai un traitement artistique de ces archives-là, et j'étais en lutte en fait avec le montage idéologique d'origine de ces images. Avec Yasser Louati, ça me permettait aussi d'aller voir dans le présent qu'est-ce qui se passe quand quelqu'un essaye d'aller dans ces espaces-là pour porter un contre-discours, quoi. Réclamez le film dans vos salles, vous dit Rial. En effet, prenez votre téléphone, appelez le cinéma ARC du coin et dites donc, il y a un film qui sort mercredi, je ne le vois pas à l'affiche, vite, on le veut. Alors, le traitement, il y a beaucoup de choses à dire sur le montage. D'abord, c'est un montage qui est parfois très nerveux, qui est absolument moderne, qui s'inscrit dans le montage d'aujourd'hui. On va parler du traitement des archives, mais d'abord le montage. Est-ce que tu as pas cédé parfois à un côté un peu Netflix, et même quelqu'un qui a vu le film, une amie à moi, trouve que tu utilises presque les codes des montages des films complotistes? Alors ça c'est marrant parce que c'est pas la première fois qu'on me fait la remarque, on me l'a fait en commission aussi de cinéma, mais à la différence de ton ami, de la part de gens qui me semblent, avec cet argument, rejeter l'ensemble des faits que je mettais sur la table avec ce film. C'est ceux qui ont dû dire du mien que c'était un tweet film et qu'il fallait pas l'aider. Donc il n'y a pas de souci. Je suis intrigué parce que je sais pas enfin moi j'ai pas vu il y a des films complotistes mais que j'ai pas regardé, et j'ai été surpris de voir en commission de cinéma le nombre de gens qui semblent très informés sur à quoi ressemble un film complotiste, et peut-être qu'ils devraient arrêter d'en regarder. Voilà. Mais en tout cas, pour répondre plus sérieusement à ta question, c'est vrai que moi je situais dans mes intentions depuis le début un film qui se situe à mi-chemin entre l'expérimental et le mainstream.
Et en l'occurrence, sur un sujet comme celui-ci, il fallait condenser en 1h30 40 ans de harcèlement de la parole publique à l'égard de certaines catégories de population. Et du coup, j'ai assumé le fait d'avoir un montage ultra rythmé qui amène une forme d'oppression du spectateur à certains moments pour faire ressentir, et c'est le but du cinéma, ce que peuvent vivre certaines catégories de population. Et d'ailleurs, les gens qui sont plus concernés que toi et moi par ces discours-là et qui voient le film, le trouvent pas aussi violent que d'autres. Il le trouve beaucoup moins violent qu'une matinée sur CNews, par exemple. Ah, je pense que ça peut être le clip, chers amis, je ne sais pas si Pauline est dans les parages, ça peut être le clip. Le clip, c'est le petit teaser qu'on diffuse. J'aime bien, j'aime beaucoup ta façon de te défendre. Ça me fait dire que tu as des origines de voleur, toi. Tu étais dans le mouvement copyleft et tout ça, non? C'est pas ça? De partage. De partage. Non, mais bien sûr, je déconne. Non, mais c'est important de dire d'où tu viens. Oui, en effet, artistiquement, j'entends. J'ai milité pour le copyleft, à savoir, donc c'est ces contrats de droit d'auteur qui sont similaires aux contrats qu'on passe entre un auteur et un éditeur, où on cède certains droits patrimoniaux à l'éditeur pour qu'il assure la commercialisation d'un livre ou d'une œuvre, etc. Sauf que là, ce sont inspirés du logiciel livre. Des contrats qui sont passés entre l'auteur d'une œuvre et l'humanité tout entière, c'est-à-dire toute personne qui accepte les termes du contrat et dans lesquels on autorise par avance, la copie, la redistribution et y compris la transformation des œuvres, à condition que les œuvres dérivées restent dans le régime du copyleft et qu'il n'y ait donc pas d'appropriation possible de ce bien commun par le copyright ou par la propriété intellectuelle. Et donc moi, oui, en effet, j'ai milité une partie là-dedans et c'est intéressant. Ça a été intéressant et aussi un choc et qui me donnait, j'ai l'impression, rétroactivement raison de travailler avec des archives parce qu'on les a payées pas moins de 1 000 € la minute, ces images-là. La minute insécable, c'est ça? Oui. Hein, donc il faut préciser ce que ça veut dire. Ça veut dire que si vous prenez 5 secondes d'une minute, vous payez quand même 1 000 € pour la minute, quoi. C'est ça. Ouais. Pour ces 5 secondes, quoi. Et pour moi, c'est une question politique. C'est déjà la question politique que je me posais avec le copyleft il y a un peu plus d'une dizaine d'années. Et à travers ce mouvement-là, j'avais aussi milité contre la loi Hadopi. Parce que le droit d'auteur, c'est un faux concept. Quand on parle de droit d'auteur, chaque fois qu'on entend parler de droit d'auteur, en fait, la qualité des auteurs, la qualité de vie des auteurs diminue, parce que c'est l'équivalent d'une rente capitalistique. C'est une rémunération sur une propriété fictive au détriment d'une rémunération sur le travail. Et en outre, le droit d'auteur sert souvent de prétexte à une limitation de la liberté de création de qui? Des auteurs. Sans compter le fait que les lois sur le téléchargement illégal qui ont été passées ont servi de brèche dans le droit pour ouvrir le champ à une surveillance plus large des échanges sur Internet qui, elle, porte atteinte non pas seulement à la liberté de création des auteurs, mais à la liberté d'expression de toutes et tous. Mmh. Et le prix des archives, c'est un sujet politique, parce que ça veut dire que c'est réservé, le ticket d'entrée est réservé à une classe sociale qui ne fera probablement pas le discours que celui qui a été celui du film. Et nous, on a galéré, en gros, pendant 7 ans pour produire ce film. Et à la fin, ma productrice Audrey Ferrarez avait avancé de l'argent pour faire la post-production. Mais on savait toujours pas si le film allait rester dans les tiroirs ou s'il allait pouvoir sortir. Parce qu'on ne pouvait pas payer les 85 000 € qui étaient exigés pour le règlement des archives. Ce qui est en plus purement une ligne comptable, parce qu'on reçoit de l'argent de l'État pour le reverser à l'INA, qui est une agence d'État. Et c'est finalement une ultime aide du CNC, l'avance sur recette après réalisation, qui nous a sauvés in extremis. Ah, donc tu as eu une aide du CNC? Oui, plusieurs. On a eu l'aide à l'écriture, au développement et l'avance sur recette après réalisation. Le grand chelem. Tarfif te pose une question qui va, à mon avis, te permettre de dissiper des malentendus. Est-ce à dire que l'auteur du documentaire, Joseph Paris, est OK avec le fait de pirater ce film pour le diffuser en famille? Alors, mon distributeur ne sera pas d'accord avec ça. Et moi, je pense que je continue de penser que
que le droit d'auteur est une limitation à la diffusion des œuvres et qui ne permet pas une juste rémunération des auteurs. Et d'ailleurs, j'ai pas le seul à le penser, il y avait aussi Jean-Luc Godard qui était contre le principe du droit d'auteur, tout comme il était contre les droits de succession. Et il dit il faut être rémunéré sur son travail et pas sur la perception d'une rente à vie, voire même au-delà, quoi. C'est-à-dire qu'on comprend pas pourquoi des gens continuent d'être payés au-delà du travail qu'ils ont fourni. Voilà. Et sans compter le fait que c'est un dispositif qui continue de... En effet, dit Jonathan, il n'est pas d'accord. Donc ton distributeur. Non mais je vais y venir. C'est un dispositif qui rémunère beaucoup des intermédiaires, des sociétés de gestion de droits, etc. Plus que les auteurs réellement. En revanche, là, ce qui se passe, c'est que on a une sortie en salle qui mobilise bien plus que la simple diffusion numérique dématérialisée d'un film. Ça mobilise des gens, ça mobilise des lieux, et ça mobilise des espaces-temps, et ensuite des soirées débats. Et donc ça, c'est un espace privilégié qu'on n'aurait pas sur Internet de toute façon, et j'encourage vraiment les gens à aller voir le film en salle, déjà pour la qualité de visionnage qu'offre la salle de cinéma. On a fait un énorme aussi travail non seulement sur le son, non seulement sur l'image, mais aussi sur le son, mais aussi pour les débats qui auront lieu à la suite. C'est un film on est en train de le faire, qui a besoin qu'on débriefe derrière, qu'on discute. En outre, le film est très incomplet sur les questions qu'il aborde, et du coup c'est par les projections débat qu'on donne la parole à des gens qui poursuivent la réflexion là-dessus. Et ça, c'est une expérience qu'on ne peut pas copier, qu'on ne peut pas télécharger, quoi. Et donc je pense qu'il faut vraiment se rendre en salle voilà, pour aller voir ce film. Absolument. Et il y a une autre raison, alors je ne vais pas déflorer, parce que ça fait partie du registre du plaisir. Il y a une autre raison, c'est que on a parlé tout à l'heure du montage, mais il y a aussi des effets sur lesquels moi je ne dirais rien pour préserver la surprise. Il y a tout un travail sur la lumière, sur la désaturation des images, etc., qui fait que formellement il y a un intérêt à voir ça. Alors j'imagine sur grand écran. Moi, effectivement, je l'ai projeté sur un vidéoprojecteur, mais si, quand même, un mur comme ça. Donc j'ai essayé de recréer la salle de cinéma avant de voir le film. C'est la moindre des choses. Petite question, petite pique finale. Est-ce que ce plaisir du spectateur nous sort pas de la réalité, et notamment sur les archives? Tu as un jeu, je pense qu'il faut laisser parce qu'il est très bien foutu. Mais est-ce que tu t'es pas dit à un moment donné, tiens, là je sors du réalisme, je sors du documentaire au sens documenté du terme, pour emmener les spectateurs et les spectatrices ailleurs? Eh bien non, figure-toi. Eh bien non, tu m'emmerdes avec tes questions. Non, pas du tout. Mais c'est bien parce que ça me permet de répondre à la confusion sur ce qu'on me reproche par une soi-disant esthétique complotiste. Ce qu'on attend d'un auteur de documentaire, c'est d'avoir un point de vue. Et la difficulté, c'est d'articuler cette exigence-là avec une autre exigence qui est un traitement honnête des archives. Pour pas que le spectateur se sente manipulé. Et en l'occurrence, il faut, dans mon cas, y ajouter une troisième exigence, un troisième défi, qui est celui de travailler avec les images du pouvoir, et qui sont elles-mêmes irriguées d'un montage idéologique qui manipule aussi le spectateur. Et donc moi, je peux pas être juste le relais de laisser passer ce montage idéologique sans intervenir dessus, et me faire le relais, l'auxiliaire de police, par exemple, des images du pouvoir. Et donc il y avait la nécessité de prendre en main ces images, littéralement pour moi, et d'agir dessus. Cependant, pour essayer d'articuler la nécessité d'un traitement honnête des archives, et en même temps de formuler une réponse formelle à l'horreur de ces discours-là. C'est-à-dire que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont voir le film pour qui, après les abominations qui sont dites dans ces discours, ça fait du bien de voir le traitement que je propose derrière ça, le traitement graphique. Et bien, à chaque fois, dans mon film, on verra, à chaque fois qu'il y a un traitement graphique des images d'archives, déjà on voit mes mains sur la table en train de le faire, donc on situe qui le fait, à quel endroit c'est, et par là j'essaye de renvoyer l'interrogation du spectateur sur la manipulation qui est, elle, dissimulée du montage d'origine. Et à chaque fois qu'il y a ce traitement graphique, il y aura toujours l'archive brute avant ou après. Absolument.
Absolument. Gualchmé, pardon, je ne sais pas comment dire. Il y a un petit cinéma participatif dans mon patelin, très actif, qui contactait pour essayer de programmer une projection, voire un débat. Alors, il faut que ton cinéma soit d'accord, puis après, il faut appeler le distributeur. C'est ça, oui. Destiny Film. Destiny Film. Oui. Dont le compte Twitter n'est pas très actif. Faut renvoyer vers le mien. Voilà, on renvoie vers le tien. Donc, soit vous contactez Joseph, soit vous contactez, Jo, est-ce que tu peux donner ton email peut-être ou un... L'adresse ne passe pas. Alors, pour que tu donnes l'adresse, il faut que tu la donnes à Eurial en DM et elle va pouvoir le mettre. En effet, les liens ne passent pas dans le chat. Voilà. Oui, là, c'est un peu compliqué. On décompose. Mets un espace avant le A et après le A. Voilà. Il y avait une autre question. Alors après, il y avait des questions sur le droit d'auteur, etc. Tu pourras en débattre dans des débats. Et il y a Jaji Bonnet qui nous demande, est-ce que le film sera disponible sur les Mutins de Pangée ? Donc là, il faut rappeler qu'il y a ce qu'on appelle en France la chronologie des médias. Oui. Et donc d'abord, ce qu'on fait, c'est qu'on célèbre la sortie mercredi du film, en cinéma. Ne sois pas accablé comme ça. Non, c'est ça. Non, je suis pas accablé du tout. Au contraire, je suis enthousiaste pour la sortie. Et je suis passionné par les débats que j'accompagne avec le film et j'espère qu'on en aura plein d'autres. Il faut vivre ce moment-là déjà. Et puis ça fait du bien, franchement, de se réunir après le film, de discuter, de se voir physiquement. Moi, j'avais fait mon précédent film pour la télévision et j'avais été très frustré de ça, de pas avoir de contact et de discussion après le film. Et ce film-là, on l'avait au début pensé pour la télévision parce qu'on voulait avoir une audience plus large pour porter ce discours-là. Aucune chaîne de télévision n'en a voulu et c'est pas faute d'avoir eu parfois des relais importants dans les chaînes pour essayer de le proposer. Et rapidement, le CNC nous a encouragé à aller vers le cinéma. Mais on est vraiment absolument ravis de l'expérience. En plus, sur un film qui regarde le discours médiatique, qui regarde le traitement médiatique, qui traite avec des images de la télévision, le cinéma se constitue en refuge, en fait, pour ralentir le flux de ces images-là, faire des arrêts sur image, en discuter, et donc on a encore cet espace-là. Pour combien de temps, je sais pas, mais maintenant qu'on l'a, il faut profiter de ces moments-là. Et là, on a très peu de temps, comme tu disais, les films sont très rapidement remplacés à l'affiche des cinémas. Donc profitons de ce moment-là et ensuite on verra quelle sera la distribution dématérialisée du film. Il y en aura une d'une manière ou d'une autre. Ultime question, elle est rituelle au poste. Tu as parlé de prendre le temps. On a pris 1h22. Qu'est-ce que nous avons fait pendant 1h22, monsieur Joseph Paris ? On a pris un temps long pour parler d'un film qui s'inscrit lui-même dans un double temps long. Le temps long des archives jusque dans les années 80 et puis le temps long depuis 2015 jusqu'à aujourd'hui. Et le temps long, à mon sens, c'est une arme contre le pouvoir. C'est pour ça que les archives coûtent si cher. Parce que ça permet de débusquer les mensonges, les hypocrisies, les retournements de veste et de sortir de la tyrannie de l'actualité qui remplace un fait divers par un autre, une actualité par une autre, qui nous noie et qui nous aveugle sur ce qui est en train de se passer dans le pays. Et si quelque chose est tenté par ce film et notre entretien aujourd'hui, c'est de revenir à ce temps long et de nous permettre de penser à nouveau les images à l'écart d'un temps médiatique qui les dépense sans compter. Parfait. Tu as dit le temps long, c'est... Une arme contre le pouvoir. Putain, c'est le nouveau slogan d'Au-Poste. C'est gratuit, c'est copyleft. Ouais, copyleft. Nous, on est en Creative Commons. Bon, voilà. Laquelle ? La plus, tu peux partager tant que tu ne fais pas des revenus avec et que tu cites la source. Et droit à la modification ? Et tu peux modifier. Bayessa, du coup. Voilà, c'est ça. C'est une licence copyleft authentique. Voilà, c'est ça.
Voilà, donc du moment que tu comment dirais-je, sublime, c'est très bien dit, bah voilà, et bah allez voir le film, allez voir le film de Joseph. Donc moi je vais faire la photo de Joseph, je vais faire pause et après je vais essayer de me mettre à l'ordi pour vous faire gagner donc 10 fois 2 places pour le film qui sort mercredi. As-tu beaucoup d'entretiens? Tu vas voir Léa Salamé là juste après, c'est ça ou comment ça se passe? J'adorerais, je rêve de Léa Salamé. C'est vrai? De la contradiction avec elle. Tu lui dirais quoi si tu la voyais? On aurait une discussion sur la responsabilité qu'elle porte aussi dans la propagation de ces discours-là et puis dans le choix de ses invités sur lesquels elle me contredirait immédiatement en me disant mais je vous invite vous, est-ce que pour l'instant elle ne le fait pas? Bien joué. Merci beaucoup Joseph. Bonne chance pour mercredi. On rediffusera la bande-annonce mercredi sur nos réseaux puisque c'est l'accord que nous avons avec ton distributeur puisque c'est un film au poste. Il y a le logo au poste sur l'affiche. J'envoie la petite cette pause et je vous reviens les copains dans quelques instants. Le temps de raccompagner Joseph, de faire sa photo et de le raccompagner. À tout de suite. Hop.